pièce d'identité, s'il vous plaît. Ah, la fameuse binge audio. C'est donc vous dont tout le monde parle. Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, si vous nous écoutez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Au cours des 15 dernières années, la vie politique française a observé le surgissement de nouveaux visages. Alors qu'elle a longtemps été monochrome, on a vu apparaître au gouvernement pour la première fois en 2007 des ministres non blanches disposant de portefeuilles conséquents. Et depuis 2017, l'Assemblée nationale présente une composition inédite avec un nombre jamais atteint auparavant de femmes et d'hommes aux origines extra-européennes. Ces changements ont-ils occasionné des transformations politiques ? Et comment ça se passe pour ces femmes et ces hommes non blanches et non blancs propulsés sous les ors de la République ? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Danielle Obono. Salut Danielle. Salut Danielle. Salut. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Alors depuis 2007, tu es députée de Paris, élue sous la bannière La France Insoumise. Alors, je tiens à préciser, pour de nombreuses personnes qui parfois, quand Danielle Obono fait des déclarations, me le reprochent, je ne suis pas Danielle Obono. Nous sommes dans la même pièce, au même moment. Je suis Rokhaya Diallo, nous sommes deux personnes différentes. Voilà, maintenant on saura. Et qui parfois, quand je dis des choses, disent quand je pense que cette femme est députée de la République. Non, ce n'est pas moi en fait. Tu fais beaucoup de choses. Tu es à la fois chanteuse, à la fois actrice, porte-parole du députée. gouvernement. C'est la noire de la femme noire. Du coup, tu m'étonnes, elle fait plein de choses. C'est fatigant d'être noire en France. On est obligé de remplir plein de fonctions. Donc voilà, nous sommes deux personnes distinctes. On peut le prouver aujourd'hui grâce à cet épisode. Alors Danielle, dans notre podcast Kiffe ta race, on a un rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace en France est perçue comme une femme asiatique et moi, je suis perçue comme une femme noire. Est-ce que toi, tu te définis, Danielle, et si oui, comment ? Oui, en fait, je suis une femme noire née en Afrique, au Gabon, donc une africaine, de Montpellier, puisque j'ai grandi à Montpellier, et parisienne depuis peu, voilà. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu étais considérée comme une femme noire ? En fait, comme je le disais, comme j'ai grandi au Gabon, à Libreville, j'ai fait ma première socialisation dans l'enfance et le début de l'adolescence dans un milieu où les codes sociaux étaient assez différents. Et donc, ma place en tant qu'enfant et en devenir femme gabonaise, de tradition pounou et fan, etc., était assez clair, on va dire, par rapport aux codes sociaux de mon environnement familial. Mais en tant que femme noire, je le suis devenue aussi en grandissant, en devenant femme, en France. Et c'est vrai que, en arrivant en France, on est tout de suite confronté parce qu'on change en plus d'environnement où, ayant grandi dans un environnement où la majorité des personnes étaient noires, on arrive et c'est l'exact contraire, quoi. Au moment aussi où on commence à se construire dans l'adolescence, ça a constitué effectivement dans ma définition, dans mes identités, un moment particulier. Et puis ensuite, il y a des moments en tant que femme noire, disons que mon militantisme a aussi participé à définir cette identité-là en tant qu'identité politique, m'étant retrouvée très tôt dans des mouvements et des organisations de gauche radicale où j'étais quasiment la seule femme noire ayant résisté à tout et étant encore présente un peu. Donc voilà, c'est vrai que c'est à la fois le parcours personnel et le parcours politique à forger cette identité-là, personnelle et politique. Justement, en parlant de ton parcours politique, c'est la première fois dans Kiffe ta race que nous recevons une femme politique au sens partisan du terme. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours militant et d'où t'est venue ton envie de t'engager ? Disons que j'ai plongé un peu dans l'excitation de la découverte des mouvements altermondialistes. J'ai commencé à m'engager, on va dire, dans la chose politique au sens large, en étant au lycée, en étant déléguée de classe et en organisant avec mes camarades de classe une mobilisation contre la présence d'élus du Front National à l'époque
cela s'appelait comme ça, c'est le Rassemblement national aujourd'hui, qui avait été désigné suite à l'élection régionale de l'époque. C'est le XXe siècle. Hein. Mais bon, c'est comme quoi, rien de nouveau. La droite avait fait alliance avec l'extrême droite et donc dans les lycées, puisqu'il y a des représentants de la région, ils avaient désigné un membre d'extrême droite et donc on avait organisé, c'est le premier mouvement en fait qu'on ait organisé, des lycéens et lycéennes et on l'avait viré du lycée. Il est jamais venu. Il est le premier conseil d'administration où il devait être présent, mais on l'a escorté à plusieurs centaines hors du lycée et il n'est jamais revenu. Donc, c'est mon premier acte. Je suis assez fière de le raconter avec d'autres. Et en fait, on n'était pas du tout organisés politiquement. C'est simplement des lycéens qui sont aussi imprégnés de l'environnement politique général. C'est-à-dire, c'était aussi l'époque, même si c'était plus la grande époque des grandes mobilisations antiracistes, mais on avait cette conscience-là. En tout cas, l'antifascisme ou la mobilisation contre le Front National. Et donc, j'ai eu cette première expérience-là. Et puis, c'est surtout au moment du rassemblement en soutien à José Bové, dans la région où je vivais, qui avait démonté l'été précédent un McDo pour protester contre la malbouffe et ce que ça signifiait. Et donc, il y a eu un rassemblement pour soutenir au moment de son procès. Et c'est là où, avec des amis... À l'époque, on a rencontré des militants politiques et comme l'automne suivant, on arrivait à Paris, donc on a été un peu entraînés là-dedans. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est fait assez naturellement, en fait, dans ce moment, parce que c'est aussi un moment, après les grandes mobilisations, les premières mobilisations altermondialistes à Seattle en 99, on a ce retour un peu d'un esprit anticapitaliste, même si à l'époque, ça ne se définissait pas justement comme anticapitaliste, ça a mis du temps à revenir. Mais vous avez le mouvement ATTAC pour la taxation des transactions financières qui naît à ce moment-là et des premiers rassemblements contre les sommets, le G8, le sommet de l'Union européenne. Et donc, c'est dans ce moment-là assez enthousiasmant, à vrai dire, parce que c'est en plus... on est arrivé à Paris et les premières choses qu'on fait, c'est organiser des bus pour aller manifester avec des gens venus des quatre coins de l'Europe contre les représentants des plus grandes puissances du monde. Donc, Donc, j'ai été un peu entraînée dans l'enthousiasme du moment à l'époque et puis j'ai pas arrêté depuis. Et j'aimerais savoir si la chose publique, cet attrait pour la chose publique, elle a été encouragée par tes proches et ta famille. Enfin, je te demande ça parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où j'ai cru pendant longtemps ce mythe que la politique, c'était réservé à un certain cercle de personnes. Mes parents, pour eux, la politique, c'était quelque chose qui non seulement ne nous concernait pas, enfin, pas qu'il ne nous concernait pas, mais qu'on n'était pas légitime, tu vois, à intervenir, et aussi une certaine crainte, parce que, et je crois que c'est quelque chose que j'ai vu après en me disant, ah oui, tu sais, ce truc de ne pas faire de vagues, d'être quelqu'un de poli dans la société, dans la République, ça voulait dire ne pas se mêler de ça. Est-ce que toi, ça représente dans ta famille quelque chose qui a existé, ou au contraire, ils t'ont poussé, enfin, ils t'ont encouragé à aller dans cette voie? Alors, disons que mon histoire personnelle fait que j'ai en partie échappé à ces injonctions qui sont plus ou moins explicites. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée en France à l'âge de 10-11 ans, je suis arrivée avec mes sœurs, en fait, pour rejoindre mes sœurs pour mes études. Donc, en fait, on était déjà une cellule familiale assez particulière à l'époque. Donc, c'est pas la même chose quand on est, en fait, avec notamment les parents. Je pense que ça change. Et étant 4 filles, on s'est un peu... On a un peu grandi ensemble et ça a créé une forme d'indépendance des unes et des autres. Et moi, j'étais la dernière en plus, donc c'est un statut un peu particulier. Il y a une forme une liberté quand même par rapport à l'aîné qui doit s'occuper des autres. Donc, j'ai toujours eu, je pense, cet espace de liberté, d'une part. J'étais une bonne élève, j'avais pas de problème particulier. Et donc, en fait, mes sœurs, elles ont regardé un peu le début de mon militantisme d'une manière... un peu circonspecte, en ne sachant pas qu'est-ce que j'allais chercher dans tout ça, mais assez bienveillante, en fait. Par contre, j'ai eu d'autres... elles ont plutôt eu des paroles, en fait, de faire attention, en me rappelant, et je pense que ça, c'est dans toutes les familles. Alors, en plus, quand on est immigré de première génération, ce
que c'était notre cas. Et j'étais à l'époque, je n'étais pas encore française, donc on était toutes de nationalité étrangère, des mineurs. En tout cas, bon, quand j'ai commencé à militer, j'étais plus mineure, mais voilà, on est quand même dans une précarité, une incertitude administrative. Moi, je devais renouveler tous les ans mes papiers. Donc, c'était plus cet aspect-là, en fait, qui les inquiétait. Je me rappelle des choses qu'elles m'ont dites en rappelant « t'es pas chez toi ». Parce que je n'étais, pour le coup, pas chez moi et que on ne pouvait pas faire confiance, en fait, même si j'avais des amis ou des camarades. Voilà, moi, je prendrais toujours plus cher que les autres. Voilà. Mais y compris à cause de mon statut. Ta situation administrative. Voilà, ma situation administrative, d'une part. Et puis après... c'est aussi particulier parce que je viens donc je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon, où il y a une forme de rapport à la politique. C'est un tout petit pays qui est une ancienne colonie de la France, où la présence française est encore très forte. Donc, en fait, en même temps, c'est un environnement où on comprend très vite, en fait, les enjeux globaux de la politique. Ça a été un pays à parti unique, avec un président à vie qui est mort au pouvoir. Donc, en fait, le fait que, même en étant enfant, on comprend ce genre de choses, en fait. On sait ce que c'est la France, on sait que les Blancs, ils sont puissants, même dans son propre pays, pourquoi, etc. On entend. Donc, c'est un environnement aussi où, moi, mes premiers souvenirs, c'était ceux de la libération de Nelson Mandela en 91. C'est mon premier souvenir politique parce que ça a un sens et une signification encore plus forte quand on est en Afrique et qu'on est bercé aussi de son enfance par les références à l'apartheid. Parce que, voilà, moi, je suis née au siècle où l'apartheid était encore en vigueur en Afrique du Sud. Et donc, c'est aussi un environnement social au sens large où on n'échappe pas, même si on n'est pas entouré de militants politiques, on n'échappe pas à cette atmosphère. Donc voilà, disons que le centre de gravité n'était pas la France, même si la présence de la France était très, très forte, c'était quelque chose de prégnant. Donc je crois que c'est cette trajectoire particulière qui fait que je suis un peu passée entre les gouttes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, pour d'autres raisons, effectivement, il y a de l'inquiétude de la part de la famille, en disant, effectivement, tu risques. Et franchement, quand je me rappelle comment, voilà, on faisait le tour de l'Europe à se mobiliser. Il y a eu quand même des moments, à Gênes notamment, assez violents. Je me dis, c'était assez inconscient de ma part, mais voilà, c'était le moment aussi où j'avais cette liberté-là de pouvoir faire ça, quoi. Et donc tout ça, ça t'a amené à faire de la France aussi ton pays. Et donc tu t'es présenté aux législatives en 2012 dans un ticket avec Ian Brossat. Et donc à l'époque, vous n'aviez pas été élu. En 2017, tu es élu. Comment t'es arrivé à cette position et est-ce que tu t'attendais à ce rôle ? En fait, c'est mon engagement politique. Pour moi, être élue aujourd'hui, c'est un moment de mon engagement politique. Parce que, en 2012, c'était dans le cadre du Front de gauche. Et puis, j'étais suppléante. Donc, c'était aussi pour marquer une présence politique au sein de ce cadre-là. Et en fait, c'est par engagement successif dans les cadres de la gauche, d'abord de l'extrême gauche et puis de la gauche dite radicale et dans les débats de la période allant de la mobilisation contre le traité constitutionnel européen en 2005. Et cette victoire-là, en tout cas la part compris les mouvements de gauche altermondialistes dans la victoire du non et les débats que ça a suscité sur la possibilité, il y a une majorité possible de gauche, altermondialiste. Donc, dans ce moment-là, moi, j'ai évolué dans les courants, les organisations de l'extrême gauche, la gauche radicale, et en arrivant à un moment donné au Front de gauche, puis à la France insoumise, voilà, dans une trajectoire militante, surtout, en fait. Du coup, j'ai vraiment débarqué. Je connaissais même pas, en fait, la vie politique locale, type parisienne, ou les élus locaux. Donc, c'était vraiment quelque chose, en fait, paradoxalement, d'assez extérieur, en fait, pour moi, la politique institutionnelle. Autant pendant une bonne moitié de ma vie maintenant, été militante politique dans les mouvements,
et dans des organisations politiques, mais la vie institutionnelle, ça a été assez nouveau, quoi. Donc voilà, une nouvelle expérience militante pour moi qu'être élue. Et en même temps, en 2017, c'est une année où il n'y a jamais autant eu de députés non blanches et non blancs. À Paris, où tu es élue, il y avait 2 autres femmes noires, un député d'origine asiatique et un député d'origine nord-africaine. À part toi, tous les autres députés non blancs sont affiliés au parti LREM. Est-ce que tu avais conscience, en étant élue, du fait que tu appartenais à une cuvée quand même assez exceptionnelle de ce point de vue-là, dans l'histoire de la République? Et qu'est-ce que tu as fait, en fait, de ces circonstances? En fait, je me suis pas trop rendu compte au début parce que vraiment les débuts, les premières semaines et les premiers mois, ça a été un peu un tourbillon entre la campagne déjà, parce qu'en fait nous on a été très tôt en campagne, on a mené de front les campagnes présidentielles et législatives. Et on a tout de suite enchaîné le mandat. Donc en fait, la réalisation de ce que représentait et de comment était représentée la société à l'Assemblée, ça a été progressif. Et puis surtout, de comprendre en fait le renouvellement des élus et le fait que, effectivement, notamment grâce à La République En Marche, pour le coup, parce qu'il n'y avait pas de sortant, en fait. C'est-à-dire que voilà, les places étaient libres. Ça a permis d'avoir une présence plus visible. Et en même temps, en fait, comme ça... C'était pas quelque chose, j'allais dire, de politisé, au sens où, en fait, c'est toujours des députés, surtout de La République En Marche, en fait. Donc, moi, ce qui m'a plus interpellée, c'est le renouvellement générationnel, la question de la parité aussi, parce qu'en fait, on a à plusieurs reprises été confrontés au fait que les personnels de l'Assemblée se trompaient régulièrement en pensant que les femmes qui arrivaient étaient en fait des assistantes. Parce que en fait, mais c'est vraiment, c'est là on voit le caractère systémique, c'est que eux, ils avaient l'habitude pendant 40 ans, 50 ans, au moins 20 ans, quand ils sont là depuis longtemps, que voilà, vous avez 2 personnes qui rentrent, un homme, une femme, l'homme, c'est obligatoirement le député. Et en fait, ils avaient raison. Souvent, c'est parce que la majorité des députés étaient des hommes. Et donc, voilà, ça a été plus ça, en fait, moi, qui m'a interpellée. Parce qu'on est monté, effectivement, à 39% voilà. de femmes ce qui n'est pas encore la parité, mais et effectivement, LREM, 50% ouais. de femmes députées. Ouais. Donc, ça a donc changé, c'est plus cette dimension-là, moi, qui m'a interpellée. Et je pense que c'est peut-être ça aussi la limite. C'est-à-dire que si c'est simplement un affichage, à un moment donné, ça prend pas un sens véritablement politique, au sens même en étant en désaccord avec, sur d'autres questions avec l'LREM, mais un sens politique que tu peux apprécier, comprendre, etc., quoi. Moi, par contre, je pense que ce qui m'a le plus interpellée de ce point de vue-là, c'est plus la présence au gouvernement, notamment ensuite de Sibeth Ndiaye. Et voilà, je pense que là, c'était plus visible. Ça avait plus de sens quand même dans le pouvoir exécutif. Dans la décennie qui a précédé ton élection, il y a eu d'autres personnes non blanches dans l'arène médiatique, des femmes politiques aussi, de premier plan. Donc on peut penser, donc tu as cité Sibeth Ndiaye comme porte-parole, mais il y a aussi Rachida Dati, Christiane Taubira, toutes 2 gardes des Sceaux, donc quand même un ministère régalien, ce qui est pas rien, pour des femmes, ou Najat Vallaud-Belkacem, Fleur Pellerin, donc à l'éducation nationale ou à la culture. Et des personnes pourraient être choquées parce qu'on vient de compter. Quelle horreur. On vient de compter les personnes non blanches dans l'arène politique, comme par exemple Aïssa Maïga a compté les Noirs dans le cinéma. Donc ça, c'est une démarche qui n'est pas facile en France, c'est pas forcément bienvenu. Toi, Daniel, est-ce que tu observes la manière dont les femmes, notamment non blanches, sont traitées médiatiquement dans cette sphère politique? Et quand tu es arrivée donc à l'Assemblée nationale, est-ce que tu peux te référer à leur expérience par rapport à ce qui t'arrive? Oui, en fait, je pense quand on s'intéresse même de loin en fait à la politique, ou en tout cas quand on voit à la télé ou la manière dont les médias rendent compte des débats politiques, l'expérience de notamment Christiane Taubira est assez marquante. Elle avait été exposée à de nombreuses injures racistes. Et même Najat Vallaud-Belkacem, même si moi, à l'époque, je m'intéressais pas justement autant à la politique institutionnelle, mais je sais que la présence de Rachida Dati, qui c'était la première fois, en fait, quand même sous
C'était sous Sarkozy quand même. Hein. Et je me rappelle les débats, en plus, j'étais dans des organisations d'extrême gauche un peu où justement les questions, c'était avant tout les questions de classe, etc. Il n'y a pas beaucoup d'intersectionnalité à l'époque. Ça a un peu évolué. Pour eux, c'était juste une question de classe, c'était la droite, etc. Et je dis, mais en fait, vous vous rendez pas compte que non seulement c'est la droite qui arrive à quand même saisir qu'il y a une question de représentation, et puis oui, en fait, ça parle à plein de gens, même s'ils sont pas d'accord avec Sarkozy, etc. Il y a une forme de reconnaissance, etc. Donc je me rappelle ces débats-là, d'avoir eu des débats avec ces camarades qui percutaient pas, quoi. Et c'est vrai qu'ensuite, être soi-même confronté à ça et être violemment confronté à ça, c'est vrai que je ne crois pas que ça m'ait d'avoir vu, entendu les attaques et les violences contre Taubira, que ça m'ait tant préparé ça, parce qu'en fait, d'abord, je m'imaginais pas être dans une position telle, être députée. C'est pas quelque chose que j'avais envisagé en fait quasiment jusqu'au dernier moment. Et puis c'est jamais la même chose, même si on se dit, on sait qu'en théorie, on sait, et pas qu'en politique d'ailleurs, dans les médias et dans d'autres sphères professionnelles, on sait, et ça on nous l'apprend aussi quand on grandit dans nos familles, que tu es une femme, tu sais que tu vas être confrontée à ça, tu es noire, tu sais que tu vas être confrontée à ça. Mais la position de député et puis la visibilité particulière peut-être que nous on a eu en tant que groupe minoritaire, donc on était moins nombreux déjà, et ce qui veut dire que du coup on voit plus d'une certaine manière quand on met la loupe sur un petit groupe. Le fait que je sois la seule femme noire a porté une attention particulièrement forte et dans un moment où on arrivait, et donc tout de suite ça a été un peu un choc, ne serait-ce que l'exposition médiatique, ce qui est assez déstabilisant. Et tout de suite, ça a été polémique après polémique dès le départ. Donc non, je ne pourrais pas dire que ça m'a vraiment préparée. Et on n'est jamais préparé, je crois. Même quand on s'habitue, en vérité, il y a toujours un moment de déstabilisation à se rendre compte que, ah ouais, encore, quoi. Mais on va parler des polémiques, mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis sur Rachida Dati, c'est que même en étant une organisation de gauche, on ne peut pas ne pas remarquer qu'elle a été traitée d'une manière particulière. C'est-à-dire que moi, je me souviens très très bien des commentaires sur ses vêtements, ses chaussures, qui étaient trop luxueux. Mais trop luxueux, pourquoi ? Parce que franchement, dans le gouvernement, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet qui portait des chaussures à 400 € ou plus, quoi. Enfin, il n'y avait pas du tout on n'avait pas le même regard. C'est-à-dire qu'une certaine manière, il y avait aussi un regard à la fois raciste et classiste sur Rachida Dati et sexiste, qui faisait que même si on n'était pas d'accord avec ce qu'elle défendait politiquement, on ne pouvait pas ne pas se sentir, en tant que personne non blanche, concernée et interpellée par la manière dont on parlait d'elle et de son exagération, en fait, de sa position sociale. Quoi. Et par rapport à Christiane Taubira, la violence des insultes qu'elle a reçues alors qu'elle était en fonction, on ne peut pas non plus penser le détacher du fait que Christiane Taubira, si on demande à des personnes de citer les discours qui les ont marqués à l'Assemblée nationale, dans les dernières années, il y a quand même 2 discours de Christiane Taubira qui sont largement au-dessus du lot. Donc je pense au discours sur la loi en 2001 pour la mémoire de l'esclavage et pour le mariage. Donc c'est quand même des gens extrêmement importants qui fondent le socle de notre République, qui contribuent et pourtant qui ne sont pas épargnés. Enfin, personne n'est épargné, mais voilà, ça montre à quel point le racisme et pas une question de classe. Oui, et puis je pense que c'est intéressant parce que ce qu'on ne pardonne pas, c'est aussi d'être brillant, en fait. Christiane Taubira, elle était brillante, même avec les critiques qu'on peut avoir sur Dati. Voilà, c'est quelqu'un qui a réussi professionnellement, qui a atteint quand même un certain niveau. Et en fait, il y a aussi de ça, en fait, dans l'attaque. C'est une femme racisée, brillante, qui mérite doublement, parfois même triplement, la position qu'elle a acquise. Et donc, c'est impardonnable, ça. Ouais, il y a un côté pour qui se prend elle, quoi. Exactement. Et donc, toi, tu as été élue le 17 juin 2017. Et quelques jours après, tu es prise à partie quant à la signature d'une pétition qui s'appelle « Devoir d'insolence » que tu avais signée en 2012. Il s'agissait du soutien au rappeur Saïdou, qui était attaqué par l'extrême droite pour son texte « Nique la France ». Une polémique éclate. Et toi, tu présentes ta signature comme la volonté, je te cite, de défendre la liberté d'expression de ces artistes parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Comment t'expliques en fait le fait que tu aies été attaqué très très rapidement après ton élection par rapport à cette signature ? C'est un texte d'ailleurs que j'ai moi-même signé, il me semble, en 2012 aussi.
Je pense que, il y a la question de la signature, il y a d'autres choses en plus dans cet entretien, mais c'est le fait de chercher la faute tout de suite et d'essayer de trouver l'angle pour délégitimer en fait la nouvelle députée que j'ai été, en sachant que dans cette émission, si tu veux, on va peut-être écouter l'extrait de l'émission, comme ça, ce sera plus simple. Désolée, j'ai fait un peu dans les désordres, mais écoutons l'extrait de l'émission à laquelle tu te réfères. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France ? C'est pas pourquoi non, vive mais la France. Vive la France parce que c'est la démocratie, vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honorée. Je vous ai dit vive la France, vous pouvez pas dire vive la France. Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France, pourquoi en soi le 14 juillet pas convaincant. Non, mais je sais pas, vous voulez que je me mette au garde à que je me mette à chanter la Marseillaise, quoi? Non, parce que vous êtes né au Gabon. Je dis comme simplement vive la France. Non, mais vous êtes né au... Non, mais c'est... Parce que Je suis allée à l'Assemblée, c'était... Oui, vous êtes élu de la République. Oui, bien sûr, je trouve que c'est pas mal. Et y compris, vu d'où je viens. Mais c'est pour ça, voilà. Et y compris avec les retours mais c'est parce de que plein de gens autour de vous êtes aussi... C'est un espoir, l'école républicaine. La République vous a permis d'être arrivé où vous êtes là. Ouais, bon, après j'ai un parcours qui est particulier, mais je trouve que c'est bien. Après, je me lève pas le même matin en disant vive la France. C'est pour ça que non, je trouve que c'est qu'il faudrait plus. Vous êtes plus facile à soutenir nique la France que de dire vive la France. Je trouve quand même que pour un député de la République, ça me paraît bizarre. C'est quoi en gros, dès qu'on vous dit vive la France, vous vous dites vive la France. Mais un pays je sais pas si vous vivez dans un pays où il y a tant d'imperfections de ça qui vous convient vraiment pas. Non, attendez, là vous me faites dire des trucs que j'ai jamais dit. Je sais pas, moi. Non, j'ai dit que je dépendais les libertés démocratiques. Moi, je suis français, je dis vive la France parce qu'effectivement, un pays comme la France où on est aussi libre et aussi heureux qu'en France, il y en a quand même pas des wagons. Je viens de vous dire que j'étais, y compris j'assumais de défendre les libertés démocratiques. Donc voilà, je sais pas c'est quoi le problème. Alors, c'était sur RMC, 6 jours après ton élection, le 23 juin 2017. Donc, la tonalité était donnée. Pour rappel, quand même, je pense que c'est important de le dire, Clémentine Autain, qui est également était également signataire de ce texte, elle était aussi fraîchement élue députée de la France Insoumise. Et elle n'a, à ma connaissance, jamais été sommée de crier son amour de la France. Donc, Clémentine Autain, pour ceux qui ne la connaissent pas, est blanche. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux informations, je ne sais pas. Et aussi, je voudrais signaler aussi que les textes de Saïdou et de Saïd Bouamama ont été jugés par la Cour de cassation comme étant n'excédant pas les limites de la liberté d'expression et qui dénonçait le racisme de la société française et que ça faisait partie des libertés fondamentales que la République défend. Donc J'étais d'ailleurs témoin à ce procès, donc effectivement, ils ont été relaxés, ils ont été attaqués pour injure. En plus, je crois que c'était pour injure raciale, comme si la France, c'était un groupe racial auquel ils n'appartenaient pas. Enfin, c'était très, très bizarre. Mais effectivement, ils ont été relaxés. Les Français de souche. Ouais, c'est ça. C'était le groupe des Français de souche qui n'existe pas, selon la Cour de cassation. On est bien d'accord. Donc, est-ce que toi, quand tu es allée dans cette émission, tu avais anticipé cette question? Et comment tu l'as vécue, en fait? Pas du tout, parce qu'en plus, c'était un des tout premiers médias que je faisais. Et donc, j'étais vraiment dans le moment où on débarquait, quoi. On débarquait à l'Assemblée, on commençait à peine à se rendre compte de ce qui se passait. Donc, j'étais un peu à l'ouest, quoi. Donc, je suis arrivée là. J'avais demandé un peu à des camarades qui avaient été sur le plateau. Et ils m'ont dit, voilà, c'est les grandes gueules. Voilà, les grandes gueules. Tu vois, voilà, faut y aller, parler de manière assez libre. Voilà, mais j'avais pas en tête de devoir un piège. Devoir me préparer, vérifier tout ce que j'avais pu dire, écrire au cours des 10 années précédentes, non. Et donc, en fait, j'ai été assez déstabilisée, en fait. Effectivement, j'ai pas compris... En fait, si, j'ai compris où il voulait en venir, mais en fait, je n'ai pas compris en fait, pourquoi, en fait... À part que il voulait que je sois reconnaissante à la France qui m'avait accueillie et voilà, une espèce de justement en fait l'expression de c'était un peu l'inverse de ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que de devoir plus que d'autres être reconnaissante et du coup ma présence n'est acceptée que si j'accepte moi-même en fait de baisser la tête et de dire merci quoi. Donc mais en fait sur le moment ça s'est passé c'est assez vite en fait, et puis en plus on passe d'un sujet à l'autre, enfin c'est entre d'abord la séquence sur le texte où
j'explique, en fait, j'ai signé une pétition qui défend la liberté d'expression, et donc voilà. Avec d'autres gens, Olivier Besancenot, Noël Mamère. Il y avait d'ailleurs mon collègue Éric Coquerel aussi, je crois qu'il l'avait signé, qui venait d'être élu député. Bref, donc voilà, en fait, je suis passée, donc on passe de ça ensuite à ça, et en fait, voilà, ça fait une séquence où je dis, mais en fait, c'est quoi vos délires, quoi? Et en fait, j'y avais pas pensé plus que ça. Moi, je me rappelle, j'avais dit à Michel, le député suppléant de la circonscription, que en fait, j'avais l'impression que à part cette sortie-là, ce qui m'avait fait tiquer, c'était que j'avais eu une formule un peu familière. Je crois que j'avais dit meuf ou un truc comme ça, donc je me suis dit peut-être qu'ils vont me reprendre parce que j'ai eu une expression un peu trop relâchée, quoi. Donc il y avait que ça qui m'avait. Mais du coup, j'imaginais pas en fait l'effet de ce truc-là. Et donc voilà, c'est pareil, c'est un peu à retardement où j'ai ressenti en fait tout l'impact de ce moment. Et c'est vrai qu'en fait, il y a... après, vous connaissez ça beaucoup mieux parce que vous êtes des professionnels des médias. En tout cas, vous avez beaucoup plus d'expérience. Mais entre le moment, en fait, quand on est face à une attaque de ce type-là, en plus en direct, sur un plateau, et puis en fait, l'après, il y a toujours un décalage et on n'a pas conscience. Même si on a une réaction un peu d'autodéfense immédiate, en plus de l'ampleur du propos, en fait, de tout son caractère insidieux, etc. Donc voilà, c'est un peu en décalé ensuite que quand j'ai revu en plus la séquence, etc. Ça a été assez violent en fait. Sur le moment, en vrai, je me suis juste dit voilà, ils sont dans leur truc et puis on passe à autre chose. Mais c'est l'après qui est à gérer. Alors le racisme, ça peut être aussi quelque chose de quotidien. On a évoqué plusieurs reprises ici dans Kif Taras la fresque du peintre Hervé Di Rosa qui orne depuis 91 les murs de l'Assemblée nationale où tu travailles. Donc qui commémore la première abolition de l'esclavage. Donc les dessins qui représentent les visages noirs sont très grossiers, ils sont critiqués. Et une pétition a été initiée par la professeure Mame Fatou Niang en 2019, que nous avons reçue ici, qui nous a expliqué aussi les ressorts de sa demande de retrait. Toi qui y va pour travailler, qui est donc confronté à ces dessins sur ton lieu de travail, donc de manière très ordinaire, quotidienne. Qu'as-tu pensé de cette polémique et qu'est-ce que ça te fait de voir ça, en fait, d'être confronté à ces visages tout le temps? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est lors d'une projection du film de Mame Fatou Niang à l'Assemblée, donc les Marianne Noires, que Mame a été à l'Assemblée, a vu. Alors, il se trouve que c'est dans un lieu particulier près de la salle de projection, donc c'est pas un lieu où on va tout le temps. Mais ce qui est particulièrement choquant, c'est que c'est un lieu où passent par contre tous les groupes qui viennent visiter l'Assemblée, et donc dans ces groupes-là, il y a des enfants. Enfin, je pense 80% des groupes qui viennent visiter, ce sont des enfants. Des groupes scolaires. Donc ça, c'est particulièrement choquant. Et c'est vrai que l'interpellation de Mame Fatou Niang, moi, ça m'a réinterpellée parce qu'en fait, moi, je passais pas là très souvent et en règle générale, en fait, j'allais accueillir les gens qui étaient là et puis quand c'est des projections, pareil, je faisais un aller-retour. Donc ça m'avait jamais interpellée jusqu'à ce que elles disent mais en fait vous avez vu ce qu'il y a là, et ça montre en plus à quel point en fait on s'habitue à ça, quoi. En fait on fait plus attention à ce genre de choses. Et donc, j'ai évidemment soutenu sa pétition. Je trouve que c'était nécessaire et que ça a toujours... D'ailleurs, il n'y a pas eu de réponse officielle de l'Assemblée par rapport à ça. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à gagner, quoi. Mais c'est vrai que moi, en fait, c'est plus de me rendre compte que je n'avais jamais fait attention à ça. Et effectivement, à quel point les justifications après, en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est d'entendre les justifications de ceux qui t'expliquent que non, il n'y a pas de problème, c'est de l'art, etc. Alors, c'est là depuis longtemps. Voilà, c'est là depuis longtemps, ça se voit pas tant que ça. Mais voilà, qui mordicus, en fait, comprennent pas le problème, quoi. Donc c'est ça que je trouve assez surprenant. Mais je remercie Mame Fatou Niang d'avoir relevé ça et de pas lâcher là-dessus, quoi. Donc Et au-delà de la fresque, est-ce que tu penses que le fait d'être une femme noire, ça a un impact sur ton bien-être et ton
ton travail, tes relations professionnelles au sein de l'Assemblée? Est-ce que c'est des choses qui peuvent se manifester d'une manière? Alors, moi, je dirais que au sein de l'Assemblée, on est relativement protégé. Je dis relativement parce que le statut de député fait que une fois qu'on a les personnels ont compris et après moi pour le coup, moi vu que j'ai été tout de suite un peu en visibilité et l'objet de polémiques. Bon, ça trop de gaffe. Voilà, donc très bien. Après, ils font un super travail, quoi. Je veux pas mettre en cause les personnels, c'est plus l'institution en soi qui est problématique. Ils font vraiment un super travail, mais voilà. Donc le statut, de député protège relativement. Mais je pense que c'est plus comme dans le quotidien ou les milieux professionnels, c'est plus les micro-agressions. C'est ce que toutes les femmes connaissent, en particulier quand on travaille dans des secteurs de médias, de prise de parole ou quand on est militante, le fait que vos interventions sont toujours beaucoup trop longues que celles des hommes, même si c'est à peu près la même longueur mais parce que vous êtes une femme, on vous voit jamais quand vous voulez prendre la parole, ce genre de choses. Et je pense que même son propre statut au sein d'un groupe ou d'un groupe parlementaire, ou la manière dont on est perçu par des collaborateurs, etc., c'est pas, je pense que c'est pas exactement la même chose que la manière dont un député de son propre groupe est perçu parce que c'est un homme et parce que c'est un homme blanc, en vérité. Et donc, c'est quelque chose de plus feutré, de plus subtil, mais où, à un moment donné, tu dis, en fait, si, quand même, il y a quelque chose, quoi. C'est pour ça que je pense que j'ai été relativement protégée par l'institution, entre guillemets, une fois que, on a le badge, on a le statut. Mais on n'échappe pas, au racisme et au sexisme ambiant, quoi. Alors, plus près de nous, en 2020, en août 2020, tu te retrouves propulsé à la une de l'actualité suite à la publication d'une fiction rédigée à ton sujet par le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Cette histoire prétendait te propulser dans le passé d'une Afrique esclavagiste, et le dessin qui l'illustrait, où l'on te voyait enchaîné, a massivement choqué. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu le souhaites, comment tu en as pris connaissance et ce que tu as ressenti? Ça a tellement choqué d'ailleurs que tu as reçu un appel du président de la République. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement tout ça? Alors, moi, j'en ai pris connaissance par les réseaux, en fait, par des messages sur Twitter où mon compte était notifié. En fait, au départ, c'est juste pour restituer, c'est la fin de l'été, c'est fin août. Nous, on venait de terminer nos universités d'été à Marseille. Et j'y restais quelques jours avant de reprendre et de la rentrée. Donc, c'est un moment en plus où on se dit, on va profiter des derniers jours qui restent, qu'on a pour souffler un peu. Et de temps en temps, je regardais un peu pour ce qui se passait, parce qu'on était censé être déjà rentré, donc il faut suivre un peu ce qui se passe. Et donc là, j'ai commencé à voir les notifications, j'avais pas trop fait gaffe, j'ai vu Valeurs Actuelles, je me suis dit, malheureusement, tout au long de mon mandat, j'ai eu des références, des attaques de la part notamment de l'extrême droite et notamment de ces journaux-là. Mais je me suis dit, c'est l'habituel, l'indigéniste, etc. Enfin, toutes les qualificatifs. Et en fait, à un moment donné, je crois que c'est un camarade qui m'a envoyé en fait le lien en me disant mais est-ce que tu as vu exactement de quoi il s'agit? Et donc c'est là où j'ai vu les captures d'écran de l'article et des photos. Et en fait j'ai mis du temps en fait à réagir parce que d'abord j'ai eu le premier réflexe, c'était de dire de mettre ça à l'écart en fait, de mettre ça à distance. Parce que en plus j'étais avec ma famille, enfin j'avais vraiment pas envie de me confronter à ça, faire face à ça, etc. Et plus ça a monté, et plus je me suis dit, mais en fait non, il faut que je dise quelque chose parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres voix que la mienne en fait qui s'expriment là-dessus. Et donc voilà, j'ai fait un message Twitter pour dénoncer politiquement le texte et l'image, donc notamment qui était particulièrement choquante, mais il y avait d'autres images dans cet article, et puis tout le récit est particulièrement raciste, sexiste, violent, quoi.
Moi, ma réaction, mais comme souvent, tout au long du mandat, ayant régulièrement reçu comme beaucoup de femmes et comme beaucoup de personnes racisées sur les réseaux sociaux, des propos injurieux, ennuyeux, ça a été d'abord la mise à distance, quoi, un réflexe, un réflexe de protection. Après aussi, c'est le sentiment de lassitude, en fait. Et en même temps, c'est ça l'objectif de ce genre d'attaque, quoi. C'est que l'on se sente, qu'on soit tellement, en fait, lassé et fatigué de ça qu'à un moment donné, on disparaisse, quoi. Puisqu'il s'agit d'exclure de l'espace et de la visibilité toutes les personnes. Et donc, voilà, moi, c'est ça, en fait. C'est un réflexe de protection et puis une immense lassitude tout d'un coup. Et puis, en plus, en lisant au fur et à mesure, bien sûr, de la colère, quoi, par rapport à l'injure, Donc, c'est tout ça en même temps. Et puis, heureusement, là aussi, il y a eu une réaction collective. Il y a eu une réaction tout de suite de mes collègues, de mes camarades, et puis surtout de milliers de personnes, quoi. Et donc, c'est ça qui aide ensuite, du coup, à repartir et à repartir à l'offensive parce qu'on sait qu'on a du soutien, quoi, et qu'on sait qu'on n'est pas tout seul et que du coup, ils n'ont pas gagné, quoi. Et ça leur revient en plus en boomerang, en fait, dans la tête. Et tu décides de porter plainte, contrairement aux autres insultes que tu as essuyées pendant la durée de ton mandat. Cette fois-ci, tu décides que ça ne passera pas et que tu vas porter ça devant les tribunaux. Pourquoi est-ce que pourquoi ce dossier-là? C'est quoi l'objectif? Quel message voulais-tu, en allant devant les tribunaux, quel était le message que tu voulais faire passer? Alors, en fait, j'ai changé d'attitude vis-à-vis de ça, justement, des nombreuses insultes que je recevais, un petit peu avant, parce que j'avais été l'objet d'une polémique quelques mois avant, suite à un message sur Jean Castex où je disais que c'était un homme blanc, oh mon Dieu, bourgeois, énarque, de droite aussi, quoi, mais c'était, voilà. Et donc, voilà, il y a eu toute la fachosphère qui a déversé sa haine, le racisme anti-blanc, blablabla, etc. Et donc, à ce moment-là, en fait, vu le degré de violence des insultes, j'avais constitué un dossier et puis décidé de porter plainte contre X pour l'exemple, quoi. Tout d'un coup, à un moment donné, c'était pour signifier que, en fait, non, c'était pas normal, hein, comme comportement sur les réseaux sociaux. Mais là, en fait, sur la situation en valeur actuelle, c'était même plus que ça. Parce que d'abord, ça n'a pas le même effet. C'est pas la même situation entre des individus derrière leur écran anonyme, etc. Et puis, un organe qui se présente comme un journal de presse, des gens identifiés, et puis qui font de l'argent, en fait, sur le racisme et le sexisme, qui ont publié ça à plusieurs milliers d'exemplaires, etc., qu'ils vendent. Je pense que ça prend une autre dimension. Et l'enjeu, c'était de dire, mais en fait, d'abord, à la différence des messages sur Twitter, où on cible, alors souvent, des fois, il y a des caricatures ou ce genre de choses. Mais là, je trouve que le côté... l'attaque, au-delà de moi, c'était aussi une attaque, en fait, une manière d'humilier et de délégitimer bien plus que moi et qui était aussi une violence à l'égard de plein d'autres gens, en fait, qui, voilà, se disent si on peut faire ça à une députée de la République, mais en fait... c'est que, voilà, moi, c'est même pas la peine d'essayer, en fait. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça valait la peine de se battre par la justice, au moyen de la justice, que la justice, c'était aussi notre arme, que c'était aussi nous qui avons constitué par nos luttes et les luttes de ceux avant nous, le droit, la jurisprudence du droit contre les discriminations. Donc, c'était nos armes et qu'il fallait les utiliser. Et que moi, j'étais dans une position qui me donnait les moyens de pouvoir le faire. Parce que tout le monde n'a pas les moyens, y compris financiers, de pouvoir faire ça. Donc, voilà, c'est aussi cette réflexion-là où, en plus, en consultant les avocats, parce que c'est vrai que souvent, étant donné les nombreuses attaques dont on est la cible, il y a souvent des gens qui disent il faut porter plainte. Mais c'est pas si simple que ça. Oui. Ça que demande tout des n'est moyens, pas, et puis tout n'est pas caractérisé.
Et là, en fait, il y avait quand même suffisamment d'éléments caractérisés qui pouvaient faire un dossier solide, quoi. Donc, on a un peu réfléchi à ça. Mais voilà, fondamentalement, c'était dit, mais en fait, si moi, je le fais pas, en fait, ça envoie aussi comme message que, en fait, ça sert à rien, quoi. Et puis qu'on peut tout dire. Voilà, non seulement ça, voilà, que au nom de la liberté d'expression, on va dire n'importe quoi. Et puis, il faut que des millions de gens sachent qu'ils peuvent être protégés par la loi, quoi, et que ça sert à quelque chose, en fait. Sinon, je trouve que c'est une conversation qu'on a souvent avec soi-même quand on est victime de racisme, hein. C'est-à-dire que on est lassé par les micro-agressions, mais les plus grosses agressions aussi, et on se demande, moi j'ai toujours cette phrase là, tu sais, la baffe de crapaud n'atteint pas la blanche colombe, donc je me dis je vais pas réagir, je vais être digne, je vais garder la tête haute, etc. Puis à un moment t'en peux plus, tu vois, et tu te demandes toujours à quel moment est-ce que tu te retournes et tu réponds, et à quel moment est-ce que tu réagis sans que ça te prenne trop de force. Je pense qu'on se pose tous cette question-là, et je pense que le fait de voir d'autres personnes réagir à des moments où ils peuvent gagner, et elles peuvent, parce que c'est le cas, puisque tu as eu gain de cause dans ce dossier. La publication a été condamnée par la 17e chambre du tribunal correctionnel récemment, le 29 septembre, pour injure publique en raison de l'origine. Et donc, c'est important, ces victoires-là, pour toi, mais aussi pour nous toutes et tous, parce qu'on se dit, quand même... on se reconnaît dans cette victoire-là, dans cette décision judiciaire. Et que ça a des conséquences, en fait. Tu peux pas faire raconter n'importe quoi sur n'importe qui en faisant des dessins injurieux et puis rentrer chez toi tranquillement, quoi. C'est que ils ont dû quand même s'expliquer devant un tribunal, ils ont été condamnés, ils vont payer une amende, une amende de 1 500 €, te verser 5 000 € de dommages-intérêts. Donc c'est pas seulement symbolique, quoi. C'est matériel, et puis pour tout le monde, c'est un signal. Parce que, ils t'ont insulté, mais ils ont insulté plein de monde. Exactement. À travers toi, les gens qui défendent les mêmes valeurs que toi, ou voilà, quoi. Et puis je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce que tu disais sur la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, c'est ce qu'on se dit, et c'est voilà, la mise à distance, mais en vrai quand même, si, quoi. Et le fait de se rendre compte de ça, moi aussi c'est pour ça que au départ on met à distance et on essaie de faire ne pas être atteint, mais on l'est quand même. Et moi je me rends compte que ça m'a pris du temps de reconnaître que j'étais victime, en fait. Voilà, être victime, faut l'accepter, en fait. Accepter qu'on est une victime, accepter que ce n'est pas de notre faute. Enfin, il y a tout un processus aussi, parce que c'est humiliant, en fait. Voilà, parce que c'est humiliant, en fait. Mais c'est eux qui sont humiliés, en fait, en t'insultant. Mais faut le déconstruire. Faut le déconstruire. Et je crois que ça, c'est aussi parce que ensuite, faut aller au tribunal, faut raconter, etc. Donc c'est quand même un processus où et si on est là et si on continue à faire ça, c'est aussi parce qu'on a essayé de s'endurcir, et en se disant, voilà, malgré tout ça, on va continuer. Mais je pense que c'est aussi nécessaire d'accepter l'idée qu'à des moments, en fait, on va pas continuer, juste on va s'arrêter en disant, ça suffit maintenant. À des moments, on peut aussi se protéger et se soustraire à cette violence-là. Enfin, voilà. Accepter qu'on n'est pas non plus des surfemmes, parce qu'il y a cette idée, voilà, qu'il faut qu'on soit 2 fois meilleur, qu'il faut qu'on soit 3 fois plus résistant que les autres, du fait des discriminations qu'on subit. Mais d'une certaine manière, je crois que c'est aussi important de reconnaître qu'on est des victimes et qu'il n'y a pas de honte à être victime. Et que la honte, effectivement, c'est sur ceux qui commettent, ce qui est un délit. Et aussi le fait de rappeler, le deuxième point, de rappeler qu'en fait, le racisme, c'est pas une opinion, c'est pas la liberté d'expression, c'est un délit, quoi. Et qu'il soit condamné pour ça, c'est une manière importante, symbolique et financière de le rappeler. Alors, on t'a vu aux manifestations contre les violences policières ou aux côtés de femmes de chambres grévistes protestant contre les situations de maltraitance racistes et sexistes dont elles étaient victimes. Est-ce que dans le cadre de ton travail législatif, tu portes une attention particulière aux questions raciales, ou au contraire, est-ce que tu crains que cela ne joue en ta défaveur en t'enfermant ? Alors, il se trouve que je suis membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui est une commission qui traite donc de beaucoup de sujets, mais principalement des questions de justice, police, sécurité et de liberté. Donc, voilà,
j'y suis un peu arrivée par hasard, je dois dire. D'abord parce que commission des lois, j'avais l'impression qu'il fallait être juriste, magistrat, enfin, et j'ai pas fait de droit, moi, dans mes études, et je suis pas avocate, donc je me disais que c'était pas pour moi. Ça aussi, c'est aussi un réflexe, je pense, qui est lié au fait que, on est une femme et on sent pas la légitimité d'eux. Mais bref, il se trouve que, du coup, j'ai rejoint la commission des lois. Et donc, c'est un sujet, sur la question de la police et des violences policières, on est constamment, depuis les débuts du mandat, sur ces questions-là. Il se trouve que je suis aussi députée du 18e et du 19e arrondissement de Paris, donc sur une circonscription de quartiers populaires, de grande mixité sociale et culturelle, et aussi de violences économiques, de violences sociales et de violences policières. Donc voilà, c'est à la fois une réalité locale et puis une responsabilité nationale, puisque ce sont des questions effectivement que j'ai dû traiter à l'Assemblée. Sur la question de la non-discrimination, là aussi c'est vraiment dans le périmètre de mon champ. Donc c'est en plus un travail que j'aime faire parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses et ça a vraiment enrichi le bagage militant que j'avais sur ces différents sujets, parce que j'étais aussi investie avant dans les mobilisations antiracistes, etc. Mais ça a vraiment affiner ma lecture et ma compréhension de ces mécanismes-là, des discriminations institutionnelles. Mais j'allais dire le travers, c'est que effectivement, j'ai quand même aussi des fois la volonté de pas être celle qui est tout le temps sur ces questions-là. C'est-à-dire et je pense que c'est aussi bien que mes autres collègues portent ces questions-là, parce qu'en vrai, j'ai aussi envie de faire d'autres choses sur ces sujets-là. Je me suis investie aussi sur d'autres questions et donc voilà, c'est entre les deux, c'est des sujets en plus qui sont beaucoup plus larges en fait sur la question des droits, l'égalité des droits. C'est vraiment une question de droits humains, d'universel. Donc c'est pas enfermant en soi. Pas du tout. Et moi, j'assume de dire j'ai pas de problème à défendre la question de l'égalité, l'antiracisme, parce que je pense que c'est une question fondamentale et stratégique. Et du coup, il faut que d'autres aussi le fassent et que d'autres assument d'aller au fight là-dessus et que ce soit pas juste Danielle Obono parce qu'elle est noire et c'est une femme, quoi. Mais que on le fait tout parce que justement, c'est pas un sujet de niche. C'est pas un sujet spécifique. Voilà. Donc, faut articuler un peu les deux et donc... Intersectionnalité. Voilà. Merci beaucoup. Merci Danielle. C'est la fin de notre numéro de Kif Taras où notre invité était Danielle Obono, députée de la République, députée de Paris pour le parti La France Insoumise. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous n'avez pas compris qui était qui entre Danielle et moi, nous on peut recevoir vos avis. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en nous écrivant sur @kiftaras sur Twitter et sur Instagram et aussi sur Facebook ou sinon simplement avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est assurée par Elisa Grenet et la réalisation par Solène Moulin. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. On se retrouve dans 15 jours, j'ai pris ta phrase, pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci Rokhaya. Merci Danielle.